Je déclare ouverte l'exposition internationale coloniale de 1931, noble entreprise d'union et de paix entre les nations. Et j'adresse aux puissances étrangères et aux peuples qui y sont représentés le salut très amical de la France. En 1931, mes parents sont allés visiter l'exposition coloniale. À leur retour, j'ai eu droit à un petit nègre en celluloïd revêtu d'un pagne de raffia. L'exposition coloniale, ce fut l'apogée de l'Empire. En 6 mois, 34 millions de visiteurs ont manifesté sur le fait colonial une parfaite bonne conscience. Ceux qui dénonçaient, et ils n'avaient pas toujours tort, les abus et les injustices ont organisé une contre-exposition intitulée « La vérité sur les colonies ». 5000 visiteurs en 7 mois. 5000 contre 34 millions pour l'exposition coloniale. Imaginez, 110 hectares, au mois de Vincennes, autour du lac Daumesnil. En quelques heures, on passe des pagodes du Laos à la tour des Bucranes, à Madagascar, haute de 60 mètres. On se jette dans les ruelles étroites d'une ville de l'Afrique occidentale. On admire la grande mosquée de Djenné, un minaret des Somalies, la porte de Bab al-Mansour à Meknes, un faré tahitien, un village fétichiste, les huttes démesurées du Togo et du Cameroun, un camp de Touaregs au Hogar, un souk algérien, une case kanak, un palais tunisien, et l'on se récrie pour finir devant la reconstitution fabuleuse et colossale, grandeur nature, du temple d'Angkor au Cambodge. Tout y est pour convaincre les jeunes Français que l'avenir, décidément, est aux colonies. L'exposition coloniale, c'était Disneyland avant la lettre. Quand le visiteur arrivait, il entrait par la grande avenue des colonies qui avait été conçue comme une perspective montante, comme au cinéma, avec au début des petits pavillons, Somalie, Guyane, Martinique. Et ensuite, il était attiré vers les 2 énormes masses, l'une grise, l'autre rouge, qui étaient l'une à côté de l'autre, le temple d'Angkor et le pavillon de l'Afrique occidentale française. Alors évidemment, on s'intéressait beaucoup au temple d'Angkor, parce que d'abord il était immense, plus grand que le Sacré-Cœur, et évidemment on le considérait comme le clou de l'exposition coloniale. Voici le temple bouddhiste de Vincennes. Mais à l'époque de l'exposition, c'était le pavillon du Togo et du Cameroun. Et tout près, il y avait les villages indigènes. Les villages indigènes, c'était des décors dans lesquels évoluaient des figurants recrutés dans les colonies et qui étaient censés mener une vie quotidienne, évidemment primitive, sous les yeux des visiteurs. En réalité, tout était truqué. Lorsqu'ils quittaient le soir ces villages, ils rentraient dormir dans des lieux beaucoup plus confortables, ils remettaient des vêtements à l'européenne et certains révisaient pour passer leur bac. On est ici au cœur de ce qui reste de l'exposition coloniale, le zoo, créé par Lyautey en même temps que l'exposition coloniale en 1931 pour donner toute sa dimension à la reconstitution de l'empire colonial français. Il fallait le monde animalier à côté du monde des humains et des monuments reconstitués. Mais en même temps, implanter un zoo, en plus de cette dimension-là, il n'y en avait pas à Paris à l'époque, au moment de l'exposition coloniale, c'est tenir un discours. Cette proximité entre homme et animal rappelait d'une certaine manière que ces indigènes étaient beaucoup plus proches du monde animal que du monde de l'humanité, le nôtre. Les figurants, je ne pense pas qu'ils soient venus tout à fait de leur plein gré. En clair, les gens sur place aux colonies n'avaient pas de droit, hein, ce n'étaient pas des citoyens.
ils avaient des devoirs. Et l'un des devoirs, c'était le devoir d'obéissance. Par conséquent, lorsqu'il était demandé à quelqu'un de faire quelque chose, il lui appartenait d'obéir, sans quoi il tombait sous le coup de la loi. Et donc il était passible de la prison. D'autres enfants, on leur avait promis de l'argent à la fin de l'exposition. Et donc c'était un rôle à jouer et ils acceptaient de le faire puisqu'il n'y avait pas d'autre solution que celle-là. Carnaval ce soir, blanchit les idées noires. Il y a bon, c'est le refrain des grillons. L'image de l'indigène à l'époque est quelque chose de très complexe. C'est un mélange de plein de strates différentes. Je crois qu'on peut prendre comme extrême intéressant l'image de Yabon Banania, qui est une image de positive dans l'absolu. On est passé du bon sauvage au bon noir, au noir souriant. Mais en même temps, c'est une image de mépris. Ce bon noir souriant reste un grand enfant, que la France doit emmener aux Lumières. Car tout le rapport colonial est un rapport de domination. Il y a un dominant, il y a un dominé. Et l'exposition coloniale le montre bien. Reconstituer la vie, les paysages, le monde animalier et l'autre comme acteur en un même lieu, c'est bien démontrer sa domination sur l'autre. C'est le parquer, le situer dans un espace et tenir un discours sur lui sans qu'il ait la parole. Dites au seul. La supériorité de la France doit être tellement éclatante qu'au sein même de l'exposition, le maréchal Lyautey organise des cours d'alphabétisation. Marine, cage. Tout dans l'exposition est orchestré comme au théâtre. Rien de choquant ne doit perturber le regard du Candide. Le maréchal Lyautey interdit formellement les pousse-pousse chinois et les indigènes nus. Néanmoins, il tolère une attraction très spéciale. L'association des anciens coloniaux était partie chercher une 50aine de Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont retrouvés au bois de Boulogne et on leur a demandé de jouer au cannibale pour les visiteurs. En dehors de l'expo, bien entendu, pour ne pas perturber le côté parfait du discours colonial tenu par Lyautey et la République, mais quand même pas très loin, et en même temps. Pourtant, c'était des gens qui travaillaient dans des bureaux en Nouvelle-Calédonie à Nouméa, c'était des gens lettrés, qui savaient lire et écrire, qui eux-mêmes étaient un peu surpris par cette mise en scène. Et en fait, les visiteurs ne se sont même pas posé la question si les gens qu'ils avaient face à eux n'étaient pas simplement des gens comme eux, puisqu'on les présentait comme des cannibales, mangeant de la viande rouge tous les jours, de 6h à 7h, comme attraction principale de la journée. C'est vrai qu'on voulait faire la fête. On a eu la fête puisqu'il y a eu énormément de visiteurs, mais dans le fond, ça a été une grosse tromperie dont on s'est réveillé douloureusement. Les Africains qui sont venus jouer ce jeu n'y ont pas vraiment compris quelque chose et finalement n'étaient pas plus contents qu'avant. Au contraire, ils vont être de plus en plus mécontents jusqu'à demander l'indépendance. Je crois que la plus grande tristesse peut-être, c'est pour le Français moyen, à qui on a fait croire que tout allait bien outre-mer, il n'y avait pas de problème, et qui va se réveiller en constatant que l'empire qu'on avait célébré avec tant de faste, eh bien c'était une sorte de grande illusion qui va cesser d'exister très rapidement. Lors d'un congrès, le maréchal dira en aparté « Je suis souvent hanté par cette question. Cette exposition est-elle un testament ou un point de départ ?